Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec Jeff Wittenberg et les 4V. Bonjour Jeff. Bonjour. Vous recevez ce matin Brice Teinturier. Brice Teinturier, notre consultant politique, le directeur général délégué d'Ipsos, qui est avec nous ce matin pour évidemment évoquer les derniers sondages avant les européennes. Bonjour Brice Teinturier. Bonjour Jeff. Merci d'être avec nous ce matin. Les élections européennes qui ont donc lieu dans 2 jours en France, mais d'autres pays ont déjà commencé à voter, on l'a dit, réservent parfois des surprises. On l'a vu depuis 40 ans qu'elles existent. Mais d'abord un mot sur l'abstention, on l'évoquait dans le journal, elle s'annonce forte, notamment chez les jeunes. Près de 75% des jeunes seraient prêts à ne pas se rendre aux urnes dimanche. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que les élections européennes sont toujours abstentionnistes, donc on aura une abstention effectivement forte, mais attention, un peu moins forte, et ça c'est intéressant, qu'en 2014, qu'en 2009 et même qu'en 2004. On a aujourd'hui un indicateur d'abstention de 55%, donc c'est majoritaire, c'est élevé, mais le fait le plus notable, c'est plutôt qu'on est sur une dynamique de participation qui n'est pas si mauvaise que cela pour des européennes. Même s'il y a ce cas particulier des jeunes qui se détournent visiblement des urnes et de la vie politique. Oui, absolument. Alors, quand on regarde un peu plus près qui est derrière cette abstention, qui compose ces 55%, il y a d'abord massivement les moins de 35 ans. Là, ce sont plus des 2/3 des moins de 35 ans qui sont tentés par l'abstention. La courbe d'âge est toujours très explicative de l'abstention. Les seniors sont les plus participationnistes. Alors, je le disais, les européennes, c'est parfois des surprises, des chocs. On se souvient par exemple qu'en 1984, c'était la percée du Front National, la première qui s'est installé dans le paysage, 11% pour Jean-Marie Le Pen à l'époque. Est-ce qu'il faut s'attendre dimanche à un choc électoral et en tout cas un vote sanction pour le président ? En tous les cas, ce que nous mesurons, c'est qu'il y a un vote sanction à l'œuvre, comme dans toute élection intermédiaire vis-à-vis d'un pouvoir national qui est impopulaire. Donc ce vote sanction, il existe incontestablement. Il n'est pas si supérieur que cela, d'ailleurs, à ce qu'on avait pu observer en 2014 pour François Hollande. Mais il est bien là. Et puis, puisque vous évoquez le Front National, oui, nous avons le Rassemblement National d'aujourd'hui en tête et un écart entre La République En Marche et le Rassemblement National qui est de l'ordre de 1 à 2 points, 1,5 point. Donc ce n'est pas négligeable. Il y a une dynamique en faveur du Rassemblement National que vous avez observée ces derniers jours. Est-ce que cela veut dire, à 48 heures du scrutin, que les jeux sont faits, qu'a priori la tendance ne s'inversera plus, qu'il n'y aura pas, par exemple, un vote utile pour la candidate d'Emmanuel Macron ? Alors, il y a une dynamique incontestable du Rassemblement National. Depuis le début de la campagne, où il était à 19,5% des intentions de vote, jusqu'à aujourd'hui, où il est plutôt dans la zone des 24, voire un peu plus, 24% d'intentions de vote, c'est-à-dire pas loin de son record aux européennes de 2014, où il avait fait près de 25%, et c'est un record potentiellement atteignable à nouveau pour lui. Et puis la République En Marche, elle, est dans la zone des 23, 23,5%, mais elle peine à réduire cet écart. Il pourrait y avoir un vote utile d'électeurs, par exemple, de Glucksmann ou de Jadot, qui pourraient se dire que dans cette perspective, ils vont aller voter finalement pour La République En Marche, mais on ne le voit pas prendre de l'ampleur, en tous les cas pas à date, et la dynamique du RN est réelle. Ce qui veut dire que si dimanche, les résultats confirment les prévisions, enfin les sondages en tout cas, ce sera un échec pour Emmanuel Macron, qui a mis quand même tout son poids dans ces derniers jours de campagne et qui a, disent ses détracteurs, transformer cette élection en référendum pro ou anti-Macron. Oui, absolument. Alors je crois que si jamais l'écart n'était que d'1 demi-point, à ce moment-là, on pourrait relativiser malgré tout cet échec. Mais s'il était de 1 point, 1,5 point ou plus, véritablement, et a fortiori parce que le chef de l'État avait aussi posé comme enjeu majeur de l'élection cet affrontement, eh bien ce serait un échec et les conséquences ne seraient pas anodines. C'est-à-dire que ça l'obligerait à prendre des initiatives politiques. Certains parlent de remaniement. Pour vous, ce serait un scénario possible et ce serait en tout cas un épilogue douloureux de la crise des Gilets jaunes pour lui ? Alors d'abord, cet affrontement LaREM, Rassemblement National, est une forme de prolongation de ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, puisque si vous êtes un électeur très proche des Gilets jaunes, vous votez pour le RN, très loin des Gilets jaunes, vous votez pour la République En Marche. Cette dichotomie très clairement dans vos études. Tout à fait. Le deuxième point, je crois, fondamental, c'est que on voit bien que ce qui s'est passé en 2017 n'était pas un accident. La décomposition, recomposition du système politique, elle est à l'œuvre. Les oppositions traditionnelles, PS et LR,
peine absolument à se restructurer. Et puis oui, il y aurait des conséquences si jamais la République En Marche était nettement derrière le Rassemblement national. D'abord, ça hypothéquera les ressources politiques du président pour la suite du quinquennat. Il aura plus de difficultés, comme l'avait connu par exemple François Hollande en 2014. Et puis cela conduira très probablement à un remaniement, et cette fois-ci d'ampleur. Dans un cas, vous parlez de décomposition, il y a une quasi-disparition, en tout cas un très fort déclin du Parti socialiste. Dans l'autre, il y a une relative résistance, mais à un bas niveau de la droite, notamment pour la droite. Est-ce que vous pensez que c'est une question de stratégie, puisqu'on l'avait vu à l'époque avec Nicolas Sarkozy, qui avait un discours de droite assez musclé, il avait pu récupérer des électeurs du Front National. La stratégie de Laurent Wauquiez aujourd'hui n'est pas aussi opérante ? Non, elle n'est pas opérante. D'abord, si vraiment les LR finissent à 13 ou 14 ou même 15% comme nous le mesurons, c'est un échec extrêmement important. La droite de gouvernement à 15%, François Fillon était à 20% et l'UMP auparavant aux européennes entre 21 et 28%. Donc 14-15%, ce serait un échec très important, très fort. Et puis, ce qu'on voit bien, c'est que ce positionnement, cette ligne, effectivement, ne permet pas à la droite de remobiliser ses électeurs, tout simplement parce que le RN tient bien cet électorat autour des thématiques d'immigration et de défense des frontières. Et pour en revenir justement à ce que vous appelez un duopole entre le RN et la République En Marche, est-ce qu'on dit, on dit souvent en tout cas, et est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un vote des campagnes en faveur de Marine Le Pen et un vote des villes qui serait plutôt pour Emmanuel Macron ? Est-ce que ça se vérifie dans vos enquêtes ? Ça se vérifie, mais de manière beaucoup moins caricaturale que ce qu'on raconte parfois. Quelle est la réalité en fait ? Il n'y a pas, par exemple, Emmanuel Desvilles face à Marine Deschamps. C'est tout à fait inexact. Il y a un surcroît d'électeurs ruraux pour le Rassemblement national et un surcroît d'électeurs des grandes agglomérations pour Emmanuel Macron ou la République En Marche. Mais ce ne sont pas deux mondes qui s'opposent, y compris dans le monde rural. La République En Marche obtient des scores qui sont des scores importants. Et inversement, le Rassemblement national s'est installé partout, y compris, contrairement à ce qu'on dit parfois, chez les électeurs diplômés. Il a aujourd'hui une assise qui est beaucoup plus large. Oui, vous avez raison, il y a une nationalisation du vote FN, Rassemblement national, c'est-à-dire qui touche de plus en plus de catégories, qui n'est pas l'apanage que des milieux populaires, mais les milieux populaires restent malgré tout ceux qui votent le plus massivement et en premier pour le Rassemblement national. Les électeurs voteront d'abord pour l'Europe ou pour la France, ou pour la situation en France dimanche ? Aujourd'hui, ils nous disent à 50% environ qu'ils voteront selon une grille de lecture plutôt nationale et à 50% plutôt européenne, ce qui est bas pour les enjeux européens par rapport à ce qu'on mesurait actuellement. Et toute dernière question, vous conduisez des enquêtes en France, mais vous êtes évidemment au fait de ce qui va se passer au niveau de l'Europe tout entière. Est-ce qu'il faut s'attendre, on a connu déjà les résultats aux Pays-Bas, à un bouleversement, à un renversement des cartes au Parlement européen, ou au contraire un maintien des grands équilibres entre sociodémocrates et droite classique, disons ? Au Parlement européen, même s'il y a une poussée populiste dans l'opinion et dans les différents pays, on n'aura pas a priori une bascule très, très forte, très puissante des élus et des majorités. Il y aura des ajustements, il y aura un peu plus de représentants de ces mouvements dits populistes, mais un bouleversement majeur des équilibres internes au Parlement européen, non, probablement pas. Merci beaucoup Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos. On va vous retrouver lors de nos soirées électorales sur France 2 et France 3 dimanche Avec soir. plaisir. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur en 2017 d'un livre qui fait toujours référence, on le voit à l'antenne, Plus rien à faire, plus rien à foutre. Vous aviez créé La vraie crise de la démocratie. La vraie crise de la démocratie. Vous aviez créé un nouvel acronyme, les PRAF, les prafistes, ces personnes qui préfiguraient de façon saisissante finalement les futurs gilets jaunes. Donc c'est un livre qu'on peut toujours trouver. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée.